Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, fixation de la caution pour les prochaines élections territoriales. L'opposition plaide en faveur de la somme de 10 millions de francs CFA contre 40 millions proposés par la mouvance présidentielle. C'est ce qui ressort de leur rencontre avec le ministre de l'Intérieur. Précision à suivre tout à l'heure. Paralysie du secteur de la santé les 13 et 14 septembre prochains. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé annonce une grève de 48 heures. C'est pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail ainsi que la gestion de la crise sanitaire. Ils étaient face à la presse cet après-midi. Et au marché Gueule-Tapée de Cambérène, une grosse quantité d'oignons pourris sans stock, plusieurs millions de francs CFA de pertes selon les vendeurs qui déplorent les mauvaises conditions de stockage dans ce marché. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, Fenêtre d'Afrique en fin d'édition qui s'intéressera à cette interpellation des autorités guinéennes à celle de la Côte d'Ivoire pour demander un nouveau diagnostic de la jeune guinéenne porteuse du virus Ebola détecté à Abidjan le 11 août dernier. À suivre avec notre correspondant permanent à Conakry. Bienvenue à tous. Politique lancée à présent, ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les membres de partis politiques, coalitions ou mouvements sur la fixation du montant de la caution pour les élections territoriales de janvier 2022. L'opposition maintient sa proposition de 10 millions de francs CFA. La majorité présidentielle, quant à elle, plaide pour une fixation de 40 millions de francs CFA. Les précisions dans ce dossier, signé Boubacar Dia. Après près d'une heure de débat entre la majorité présidentielle et les autres acteurs politiques, chacun livre sa position. Benoît Sambou déclare que la majorité présidentielle campe sur sa position de départ. Nous avons demandé et proposé, comme nous l'avions déjà fait lors du dialogue, au gouvernement de fixer la caution à 20 millions pour chaque type de scrutin. 20 millions pour chaque type de scrutin, ça veut dire que pour les élections municipales, communales, que la caution soit fixée à 20 millions et que pour les élections départementales, la caution soit fixée à 20 millions. Pour les mêmes échéances, le pôle de l'opposition souhaite verser 10 millions, soit 5 millions pour les élections communales, 5 millions pour celles départementales. Donc nous avons proposé 10 millions en raison de 5 millions par type d'élection. Cette proposition, il est important de le rappeler, entre en droite ligne avec la recommandation que les experts évaluateurs avaient faite sur la question de la caution. Sambou défend la proposition de la majorité présidentielle. Il y va de la survie de notre démocratie, il y va de la crédibilité de notre processus électoral, d'autant plus que la caution étant remboursable, ceux qui veulent conquérir au suffrage des Sénégalais et qui croient qu'ils sont sérieux ne doivent pas avoir peur de cautionner parce qu'ils seront remboursés si les Sénégalais leur font confiance. Adjuma Sow, lui, dénonce une machination politique. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est de préserver la liberté de candidature. Mais au-delà de cette liberté de candidature, puisqu'il s'agit d'élections locales, il s'agit surtout de préserver le mouvement associatif local, sans lequel ce second pilier de la décentralisation, à savoir la participation, perd tout son sens. Majorité présidentielle, opposition, chacun défend sa proposition. Tout de même, le dernier mot revient au ministre de l'Intérieur qui va fixer le montant final au plus tard le 25 août selon l'agenda initial.
Dans l'actualité politique, toujours coalition pure, PASTEF, Taxawu Sénégal, Parti démocratique sénégalais annoncé par Serigne Moustapha Sy, le président d'honneur du Parti de l'Unité et du Rassemblement, a indiqué que le pur parti d'opposition, bien sûr, ira au local avec ses trois autres formations politiques. Quelle chance donc pour cette coalition face à la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Mame Abdou Gaye Kassé a posé la question au politologue professeur Serigne Thiam. Écoutons sa réponse. Lors des élections présidentielles passées, la grande coalition de l'opposition, c'était la coalition de 2019, c'était de Rewmi, et c'était composé de 16 entités. Et malgré tout ça, la grande coalition de Benno Bokk Yakaar a gagné. Donc si on a en face une grande coalition composée de 4 membres, il n'y a pas de chance pour dire la vérité. L'opposition gagnerait mieux à avoir une coalition composée pour la quasi-totalité à 92% de ses membres. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est simplement une fissure, une division encore. Pourquoi il n'y a pas eu les autres partis? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il n'y a pas que ça dans l'opposition. Ils étaient en conclave. Et pour parler d'une grande coalition, aujourd'hui, on n'a vu que 4 entités. Pourquoi je dis que cette coalition ne va pas survivre? C'est parce qu'il y a toujours les mêmes causes qui voient cette crise de leadership, cette crise d'ego, cette crise en tout cas de vouloir montrer que cette personne doit être le candidat de la coalition. C'est toujours vers cette question que tout le monde va buter. Le prix de l'huile a connu une hausse depuis quelques semaines, un coup dur pour les commerçants et les consommateurs déjà fragilisés par la crise sanitaire. Au marché Grand Dakar, commerçants et clients crient leur désarroi et interpellent l'État. Reportage signé Ami Diouf. Indispensable à la cuisson, l'huile, l'une des denrées les plus prisées au marché de Grand Dakar. Le prix du produit ne cesse de grimper de jour en jour, ce que dénoncent les commerçants. Selon Cheikh Sarr, cette hausse est due à l'augmentation du prix à l'importation. Bon, je me dis que c'est par rapport à l'importation, quoi. Voilà, donc, parce que peut-être c'est les taxes douanières. Le fait que l'huile va faire un circuit long avant d'arriver aux détaillants, le prix va augmenter, quoi. Je pense que c'est ça. Les clients s'en prennent souvent aux commerçants, pensant que ces derniers sont à l'origine de cette hausse. J'essaie de négocier avec, quoi, parce qu'ils pensent que c'est le commerçant qui augmente le prix. Et ce n'est pas le cas. Donc nous, on vend juste pour satisfaire la clientèle, quoi. Et voilà. Et la marge bénéficiaire qu'on y met, c'est presque on ne gagne pas trop, quoi. Cette situation ne laisse pas les consommateurs indifférents. Depuis plus de 10 ans, Yafatou Mbang vend des beignets dans ce marché. Malgré cette hausse, elle s'accroche pour subvenir à ses besoins. La hausse est vraiment excessive. Je vends juste pour subvenir à mes besoins et aider ma famille. Mais je n'ai plus de bénéfices. Après ma descente, je me retrouve avec des miettes. Les principales victimes de cette flambée du prix de l'huile sont les ménagères. D'après Kankou Diallo, son panier n'est plus bien garni. Je peux dire que ce n'est pas seulement le prix de l'huile qui a connu une hausse. Toutes les denrées alimentaires sont devenues chères. Si on vous donne 2000 francs pour les dépenses quotidiennes, avec cet argent, tu dois acheter du riz, du poisson, des légumes, l'huile et on n'en parle pas. La vie est vraiment chère. L'huile, un élément essentiel dans la préparation des repas, les ménagères qui payent le plus lourd tribut de cette hausse du prix de l'huile demandent l'intervention de l'État pour réguler le marché. Et pendant ce temps, une grande quantité d'oignons en train de pourrir au marché Gueule-Tapée de Cambérène. Un manque à gagner estimé à plusieurs millions de francs CFA. Le délégué du marché indexe un manque de soutien de la part des autorités, mais aussi de mauvaises conditions de stockage dans ce marché. Reportage signé Mamadou Dieng. 3-2-1 l'équipe. Dans un coin de l'espace de commerce, des sacs d'oignons pourris sont rangés. Une situation qui inquiète Ndiawar Diagne, ce jeune vendeur d'oignons au marché Gueule-Tapée de Cambérène, dit des millions de pertes chaque année. J'ai beaucoup perdu. Nous avons trop perdu ces temps-ci, surtout avec mon dernier arrivage. J'ai perdu plus de 3 millions.
Ndiawar Diagne commercialise l'oignon venu du nord, Noto Potou et Gandiol. Il dénonce les conditions de stockage, conditions également décriées par le délégué du marché légumes. Malheureusement, les méthodes de conservation, la qualité actuellement et l'hivernage, ça a tout détruit. Vous allez vers le Gandiolé, vers Pout, il y a beaucoup de stocks qui sont détruits là-bas. Vous voyez des gens qui enterrent leur sablé comme ça, donc c'est désespérant vraiment. Mais la situation de cette année serait due à une surproduction. Parce qu'il y a surproduction cette année-ci, il y a surproduction. Et ce qu'on appelle les petits producteurs attendaient que les grands producteurs qu'on appelle les agrobusiness finissent leur stock pour pouvoir être sur le marché. Au marché légumes de Gueule-Tapée, des sacs d'oignons sont partout arrimés, mais une bonne partie finie au dépotoir d'ordures. Ces commerçants, dans le désarroi, demandent une solution. Et je vous le disais tantôt, Santé, le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social annonce 2 jours de grève les 13 et 14 septembre prochains. Le syndicat dénonce l'indifférence de l'État face à leurs conditions de travail et la gestion de la crise sanitaire. Ils ont tenu un point de presse cet après-midi. Le compte rendu avec Mamseine Boubabou. 48 heures de grève, une grève d'avertissement du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Selon ses membres, les autorités sont indifférentes depuis le dépôt de leur préavis de grève en avril dernier. Ils n'ont vu aucune de leurs revendications substantielles prises en charge par les différents gouvernements qui sont succédés. Leurs émoluments sont bloqués. Leur plan de carrière mis entre parenthèses, leur sécurité rythme mis en épreuve par la Covid-19. C'est donc dans ce contexte très défavorable à la majorité des agents de la santé et de l'action sociale et les attitudes que nous jugeons méprisantes des autorités qui nous ont conduits au ras-le-bol des travailleurs que nous sommes. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social va plus loin. Il dénonce la construction de nouveaux hôpitaux alors que les travailleurs de la santé sont laissés en rade et ne sont pas dans de très bonnes conditions aux yeux de ses membres. En réponse à nos doléances, l'État préfère une politique de tape à l'œil en investissant des milliards en ciment, béton, fer, laissant en rade l'élément le plus fondamental, c'est-à-dire les ressources humaines. Pourtant chargé de rendre utile et opérationnel ces investissements que l'État y a à faire. Nous avons constaté la construction de 4 nouveaux hôpitaux, d'au minimum 21 milliards. Les syndicalistes ont évoqué également la gestion calamiteuse et politicienne de la pandémie de Covid-19 selon leurs termes. Lors de la première vague, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, on voit qu'une épidémie est gérée au niveau central. Et aujourd'hui, vous allez dans les hôpitaux, ce que vous constatez, c'est ahurissant. Donc, où sont passés ces 105 milliards-là? Très en verve, les travailleurs de la santé et du secteur social estiment que depuis l'avènement de Macky Sall en 2012, leurs revendications n'ont pas été prises en charge par les autorités. Avec des salaires dérisoires, ils réclament de meilleures conditions de vie, notamment une indemnité de logement. Et puis inondation à Zakmba où les autorités locales se mobilisent. Le conseil départemental de Rufisque a installé des motopompes pour soulager les cités les plus touchées par ces inondations. Reportage. Le quartier Médinazak, à hauteur de la sortie 9 de l'autoroute à péage à Rufisque, est sous les eaux. L'accès aux maisons est difficile et un problème de sécurité se pose. Nous avons un problème d'assainissement, nous avons un problème d'évacuation d'eau pluviale, nous avons aussi un problème d'insécurité. Il y a un poste électrique qui est là-bas. Tout le temps, quand il pleut, nous sommes obligés de couper nos compteurs d'électrique. Il y a certaines maisons où l'eau est entrée même dans les chambres. Que pour sortir de la cité, il y a problème. Pour entrer de la cité, il y a problème. Pour soulager les populations, le conseil départemental de Rufisque a offert
9 motopompes aussitées. Nous avons donné dans une première phase 9 motopompes qui sont destinées au quartier de Babou Salam, comme je l'ai dit, de Serigne Mansour, de la cité Capec, de la cité Cyprès, de Binal, de Medina Zac, là où nous sommes, la cité Serigne Babakassi, de la cité Saftour, pour leur donner un coup de main, malgré tous les efforts qu'est en train de faire l'État à travers l'autorité administrative, le préfet, sont venus en appoint pour donner un coup de main à ces populations qui vivent vraiment des situations difficiles. Les autorités des collectivités réclament un plan Marshall pour sortir Rufisque des difficultés liées à l'assainissement. Il a été retenu que le 27 août, nous tiendrons une réunion au niveau de la commune de Rufisque-Ouest et le maire a été informé de cette décision. Et qu'ensemble, nous allons réfléchir pour mettre sur pied une équipe qui travaillera sur un mémorandum pour cerner l'ensemble des problèmes liés à ces quartiers, à ces cités nouvelles, pour qu'on puisse porter cette doléance auprès du président de la République afin qu'une solution définitive soit trouvée. Ça fait des années que les populations vivent ce calvaire et nous voulons vraiment prendre ce dossier en main et le porter ensemble auprès des autorités et trouver une solution définitive. Le programme d'assistance aux populations victimes des inondations va s'étendre dans tout le département. Parlons éducation à présent. Yeumbeul, cette localité dans la banlieue dakaroise, a célébré l'excellence après la prouesse des jeunes jumelles qui ont décroché le baccalauréat série S à seulement 13 ans, également honoré lors de la remise des prix aux lauréats du concours général. C'était au tour de leur commune d'honorer ces jeunes prodiges. Compte rendu, signé Mohamed Lamine Fati. Yeumbeul célèbre l'excellence. Les meilleurs élèves au concours général viennent de la banlieue. Le lycée El Hadji Ibrahima Diop de Yeumbeul a raflé la mise. Une occasion pour Madame Diaw, la maman des jumelles Aminata et Rama, d'appeler les mères de famille à soutenir leurs enfants. Il faut qu'on revienne en arrière, qu'on soutienne nos enfants. On n'a que ça. Les femmes, nous avons que nos enfants. Il faut qu'on s'occupe d'eux, quelle que soit la manière. Je veux qu'on célèbre l'excellence chaque année. J'ai la chance avec mes enfants et je le souhaite à tous les enfants. Le ministre Amadou Hott se félicite du travail des élèves de Yeumbeul et s'engage à les accompagner. Bonne continuation. Et nous sommes là aussi en tant qu'oncle, en tant que père également, pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous soutenir, pour que vous continuiez à être également un exemple pour beaucoup d'autres enfants. Vous avez démontré vraiment que l'excellence n'a pas de limite, n'a pas de race, n'a pas d'origine. Que l'on soit dans la banlieue, que l'on soit ailleurs, on peut avoir des résultats excellents grâce au travail, bien sûr, grâce à l'effort qu'on fait soi-même. Dorénavant, l'excellence sera le credo à Yeumbeul. Élèves et parents se sont engagés à cultiver l'excellence et les autorités à accompagner les meilleurs. Et puis cette piqûre de rappel historique dans cette édition, la date du 20 août marque la rupture de la Fédération du Mali, une fédération qui a rassemblé le Sénégal et la République soudanaise, actuelle Mali, entre 1959 et 1960. Les conceptions politiques et les nominations feront éclater cette fédération. Récit signé Papa Lunsar. Le Sénégal et le Mali formaient un même État avec le même drapeau, fêter leur première indépendance le 20 juin 1960, mais cet idéal est malheureusement de courte durée pour deux pays qui partagent la même géographie mais aussi les mêmes cultures. Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor jetaient pourtant les bases de l'unité africaine en décidant d'abolir les frontières issues de la colonisation le 21 janvier 1959. La Fédération du Mali voit ainsi le jour et quelques temps après arrive à son crépuscule. Un duel au sommet a fixé la base de cette fédération qui a commencé ses balbutiements lors du congrès de Bamako du 29 au 30 décembre 1958. Les représentants du Sénégal, du Soudan français, du Dahomey et de la Haute-Volta se réunissent pour mettre en place une fédération. Mais la constitution ne sera ratifiée que par le
Soudan français et le Sénégal en janvier 1959. Léopold Sédar Senghor à la tête de l'Assemblée fédérale, Modibo Keïta président du gouvernement et Mamadou Dia vice-président. Telle était la configuration du gouvernement paritaire formé le 4 avril 1959. Mais qui entre ces trois va être le président de cette fédération? Ces rivalités commencent à l'approche de l'élection présidentielle de la Fédération du Mali, une élection prévue le 27 août 1960. Déjà, durant ce mois, Modibo Keïta durcit le ton en faisant démettre Mamadou Dia de ses fonctions lors d'un conseil des ministres. Mieux, il proclame l'état d'urgence. Senghor et Dia réplique en arrêtant Abdoulaye Soumaré, le colonel soudanais et chef des armées. La rupture est inévitable. Le 20 août 1960, l'Assemblée vote l'indépendance du Sénégal. Modibo Keïta, quant à lui, proclame l'indépendance du Soudan qui devient la République du Mali le 22 septembre 1960. La Fédération du Mali, une série qui a duré 2 mois et dans ces épisodes, aucun président n'a pu être élu. À présent, cette note en sport, Coupe du Monde Beach Soccer, les Lions dominent largement l'Uruguay 600 d'Afrique. Grande entrée des champions d'Afrique en titre 600 devant les Uruguayens. Ils se sont donc imposés en roi de la discipline en Afrique, mais des outsiders pour cette compétition mondiale. Eux, ce sont donc les Lions du Sénégal qui rugissent face à l'Uruguay pour leur premier match de poule, quart de finaliste de la dernière édition. Les hommes de Ngala Sylla, sélectionneur national, rêvent plus pour cette campagne, pour ce championnat. Le dernier carré d'A, c'est l'objectif final. Et si l'appétit rattrape les Lions en dégustant cette compète, la coupe sera donc la bienvenue. Le match se joue présentement au stade de beach soccer de Luzhniki. C'est à Moscou. Fenêtre d'Afrique ce soir. Les autorités guinéennes ont demandé ce jeudi à la Côte d'Ivoire de procéder à une nouvelle analyse de la jeune ressortissante guinéenne chez qui le virus Ebola a été détecté à Abidjan. Pourquoi donc ces interrogations sur le diagnostic initial? Réponse avec notre correspondant permanent à Conakry, Mohamed Mokhtar Souaré. Bonjour chers toutes et tous, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de ITV. C'est un plaisir de vous retrouver depuis Conakry pour parler d'un sujet, Ebola. Vous avez certainement suivi il y a à peu près une semaine ce cas Ebola détecté ou trouvé en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi nous en parlons? Parce que justement ce cas serait venu donc de la Guinée, plus spécialement de l'Abbé. Alors le seul problème, c'est que justement depuis maintenant quelques heures, les autorités guinéennes, en l'occurrence le ministre de la Santé, commencent déjà à émettre des doutes par rapport à cette actualité-là. Il estime en effet, il avance plusieurs arguments que je vais essayer tout à l'heure de relayer. Premier argument avancé par le ministre, il estime en effet que l'amélioration des symptômes de la maladie et l'amélioration du tableau clinique en 48 heures suscite des interrogations connaissant l'évolution classique de la maladie, souligne Rémi Lama, le ministre de la Santé. Ça, c'est le premier point. Le second point, il estime en effet que la ville de l'Abbé, alors il faut dire que la malade, donc, la dame supposée malade est venue donc de cette ville-là. Il estime en effet que la ville de l'Abbé, d'où est originaire la jeune Guinéenne, n'a pas enregistré de cas de maladie à virus Ebola durant les épisodes nationaux de 2004, 2014, 2016 et puis de 2021. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Sauf que, quelque part, on peut notamment, parlant de ce deuxième argument, on peut le remettre en cause, je pense, assez facilement, parce que si la jeune dame n'a peut-être pas attrapé le virus à l'Abbé, il faut dire qu'elle a fait quand même 1500 km. C'est 1500 km qui séparent donc sa ville de la Côte d'Ivoire, son point de destination. Elle aurait pu en effet attraper ce virus-là durant son trajet,
surtout qu'elle a fait des escales, nous dit-on, à Zirikore et à Macenta. Et ça, c'est en région forestière, donc région, vous vous souvenez bien, région d'où à l'époque a été détecté les malades à virus Ebola. Alors, quoi qu'il en soit, il faut dire que les autorités guinéennes ne dorment pas. Il faut dire que déjà à la baie, l'on a déjà recensé et trouvé près de 60 personnes, près de 60 contacts donc de la jeune dame, sa famille essentiellement. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont isolées. Voilà où l'on en est en Guinée. Maintenant, l'autre certitude, c'est que avec ces petites tensions, parce que la Côte d'Ivoire de l'autre côté a fermé ses frontières, et je pense que c'est normal. Et puis il y a la Guinée qui ici commence un peu à douter de la situation. Quand je parle de situation, je parle de la jeune dame détectée donc malade d'Ebola. Alors tout cela fait que peut-être bien la collaboration entre les deux pays sera difficile, surtout que l'OMS a surtout invité les deux pays à activement collaborer et partager les informations afin de pouvoir enfin contenir cette maladie. Merci Mohamed Mokhtar Souaré pour toutes ces précisions. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.